Radio. Les Français parlent au français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Dans son discours ce matin, dans la cour des Invalides, le président Macron ne s'est pas contenté, et il a fait longuement et justement d'hommage à Arnaud Beltrame, il a aussi évoqué l'assassinat de Mireille Knoll. On va en parler tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on reçoit votre invité, Noémie Alioua, journaliste et auteur du livre « L'affaire Sarah Halimi », c'est publié aux éditions du Cerf. Et oui, l'affaire Sarah Halimi, une histoire atroce, une histoire terrible qui date, comme par hasard, d'il y a pratiquement 1 an. Et Noémie Alioua a fait un livre tout à fait passionnant, tout à fait angoissant, il faut le dire, aux éditions du Cerf, l'affaire Sarah Halimi. Elle a enquêté, elle est journaliste à Actualité Juive, à l'hebdo Actualité Juive, elle a enquêté sur cette affaire. Et évidemment, elle rejoint, mais on va en parler plus tard, ce qui s'est passé avec Noémie Knoll, dont je rappelle qu'une marche blanche va avoir lieu cet après-midi à Paris et dans d'autres villes de France, il faut le dire. Alors d'abord, l'inverse, Sarah Halimi, Noémie Alioua. Noémie, racontez-nous, en fait, comment, parce que vous le racontez dans votre livre, mais l'histoire de Sarah Halimi, ça a été quand même une histoire terrifiante d'abord, et puis de sidération ensuite. Oui, vous avez raison, André, ça a été une affaire terrible. C'était il y a presque 1 an, et c'était non seulement une affaire terrible, mais en plus, elle s'est accompagnée d'un blackout médiatique, politique et judiciaire. Donc, si vous voulez, il y a tous les éléments réunis pour que ce soit une affaire à la fois sordide et en plus passée sous silence. Je peux vous le rappeler, un vrai blackout. Oui, je peux peut-être rappeler un peu les faits. Absolument. Donc, Sarah Halimi, c'était une retraitée, une femme de 65 ans, assez paisible, qui a été assassinée donc, dans la nuit du 3 au 4 avril. Nous étions en pleine, juste avant le premier tour de l'élection présidentielle. Elle a été assassinée par Kobili Traoré, donc, qui est son voisin, qui est entré chez elle en pleine nuit à 5h du matin par effraction, par le balcon, qui l'a tabassée durant 40 minutes, puis qui a jeté son corps par la fenêtre. Alors, ce qu'il faut savoir, elle était encore vivante. Elle était encore vivante. C'est ce que révèle absolument l'autopsie. Ce qui est terrible, c'est qu'il a signé son crime, puisque lorsqu'il l'a tabassée, tous les voisins l'ont entendu. Il le rapporte dans les procès-verbaux. Il criait à l'Akbar, il récitait des sourates du Coran. Et lorsqu'il l'a jeté par la fenêtre, il a crié « J'ai tué la chétane du quartier ». Donc il y avait des éléments... La chétane voulant dire le diable. La chétane voulant... Absolument. Donc des éléments islamistes extrêmement flagrants. Et pourtant, il a fallu près d'1 an pour que ce soit reconnu comme antisémite. Ça a été reconnu il y a à peine quelques semaines. Et de façon, une sorte de répétition du tragique, on apprend que Mireille Knoll a subi le même sort, bien sûr, dans d'autres circonstances et avec un autre retentissement médiatique. Mais on va y revenir, j'imagine. On va y revenir, oui, avec un voisin en plus. Absolument. Avec des voisins. Alors justement, vous parlez du blackout. Est-ce que le blackout qu'il y a eu, je parle de l'affaire Sarah Halimi, votre livre, est-ce que le blackout a été, mais vous le savez, vous avez fait l'enquête, lié véritablement à l'élection présidentielle? Il ne fallait surtout pas parler de ça parce que c'était Macron-Le Pen et que ça aurait pu peut-être changer des choses. Bah écoutez, la meilleure preuve qu'on peut avoir que cet argument est vrai, c'est tout simplement que le fait que l'affaire Mireille Knoll a un retentissement autrement plus puissant. Évidemment que le contexte politique a joué dans le fait que l'affaire Sarah Halimi ait été passée sous silence. Alors par contre, je n'accuse pas les médias, les journalistes. Je sais très bien, moi, étant moi-même journaliste, qu'il n'y a pas un partie des médias dominants et qu'il n'y a pas eu une loi qui est passée interdisant de parler de cette affaire. Par contre, ce que j'explique, c'est davantage une excessive prudence dans le traitement de cette information, c'est-à-dire nous allons peut-être attendre d'autres éléments. Donc, je ne parle pas d'une volonté de cacher les choses, c'est très important. Je me méfie beaucoup de ces théories un peu complotistes. Oui, je pense que c'est beaucoup plus... Il n'y a pas eu une fatwa. Exactement, voilà, ça j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Par contre, oui, beaucoup de journalistes se sont confiés à moi et m'ont expliqué qu'ils ont vu les dépêches tomber, mais ils se sont dit, alors la prudence, il y a un potentiel pour que ce soit explosif. D'ailleurs, je rappelle l'histoire de Papivoise, donc ce fameux monsieur... Oui, c'était au moment de l'élection de 2002. C'est ça, 2002. Et on attribue le fait que Jean-Marie Le Pen ait accédé au second tour, contrairement à Lionel Jospin, ce fait divers sordide. L'agression d'un vieillard, etc. Exactement, l'agression d'un vieillard, qui était finalement un fait divers, mais qui est à ce moment-là de l'actualité, juste avant une élection, a fait peut-être, en tout cas selon beaucoup de commentateurs, basculer
l'élection à ce moment-là. Alors, Noémie Alioua, vous avez fait l'enquête, vous êtes allé d'ailleurs dans cette maison, vous allez à l'appartement donc, Absolument, de oui. Sarah Halimi. C'était une juive pieuse, il y a eu ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, dites-moi, Kobili Traoré, son assassin, est toujours en hôpital psychiatrique? Il est passé en prison, il est retourné en hôpital psychiatrique. À ce jour, il est en hôpital psychiatrique. D'accord. Parce que, et c'est important de le dire aussi, et dans le livre, c'est vraiment extrêmement honnête, Kobili Traoré a aussi des problèmes mentaux. Mais Bien sûr. la question, c'était de savoir est-ce que on pouvait être fou et antisémite ou pas. Moi, je pense qu'il était les deux. Il y avait des troubles mentaux. Il y a eu une expertise psychiatrique assez longue de 60 pages que j'ai lue. Et dans ses conclusions, l'expert psychiatre Daniel Zagouri explique très clairement qu'il y a eu une bouffée délirante, donc un état psychique assez particulier ce soir-là. Il n'empêche qu'il a ciblé sa victime et qu'il a été choisir la juive de l'immeuble, donc la juive, comme vous l'avez dit, qui portait des signes visibles de sa confession Il religieuse. la connaissait ou pas? Ils se croisaient, ils étaient dans le même immeuble depuis une quinzaine d'années, elle était un étage au-dessus, ils se croisaient dans l'ascenseur, et il n'y a jamais eu de problème de voisinage, évidemment, ils se sont jamais Ils se sont pas rencontrés. elle ne l'a pas insulté avant, Alors, etc. Ou ce qu'on sait, D'après ce c'est que qu'elle vous avait savez. très peur de lui, puisque j'ai rencontré l'une de ses voisines qui me racontait que Sarah Halimi ne fréquentait pas ses voisins, qu'elle était c'était une femme extrêmement discrète, qui s'enfermait chez elle à double tour tout le temps, il y avait une méfiance et une crainte de la part de Sarah Halimi. Et un autre élément, c'est le fait que la fille de Sarah Halimi et elle était traitée de sale juive par la sœur de Kobili Traoré. Elle a essayé de la pousser dans les escaliers. Donc Elisheva, sa fille, m'a raconté cet événement. Donc ça laisse présager un contexte familial Ouais, je assez comprends. particulier. Elle s'est fait traiter. Alors, dites-moi, parlons de cet épisode aussi assez terrible, tragique, l'épisode des policiers qui Oui. étaient dans l'escalier, puisque un voisin avait prévenu, vous le racontez dans votre livre, là aussi, ils ont appelé la police, les policiers sont venus, on entendait, paraît-il, on entendait les coups et les cris, et qu'ils ont mis combien, 20, 30 minutes? Non, Ils sont 1h10. 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 Ils sont restés dans l'escalier 1h10. 1h10. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et si vous là voulez, ça paraît totalement surréaliste. Ben et oui. si j'avais pas eu accès au dossier judiciaire, moi-même, je n'y aurais pas cru. Et pourtant, il y a des procès-verbaux également de policiers. Ils étaient là pendant 1h10. On les a questionnés là-dessus. Il y a une plainte d'ailleurs qui a été déposée par maître Gilles William Golnadel, qui est un des avocats de la famille, pour non-assistance à personne en danger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il Noémie donne deux Alioua raisons. Ouais. C'était des agents de la BAC, hein, donc c'était quand même déjà des gens assez... La brigade anticriminelle. Absolument. Donc c'était déjà, si vous voulez, c'était des gens qui sont en principe déjà un peu formés pour ce genre de situation. Seulement, il y a deux raisons qui sont données par les policiers. La première, c'est qu'ils ne réussissaient pas à savoir d'où provenaient les cris, parce que ils étaient positionnés derrière la famille, derrière une autre famille. Mais attendez, derrière pourquoi ils une sont porte. pas montés dans les escaliers? Bah, c'est ça la question. Ils sont montés dans les escaliers, mais Ouais. ils étaient derrière la porte de la famille Traoré. Oui, alors, qui habitait en face. Diarra, autant pour Oui, moi, Diarra. de la Ouais, famille Diarra. Ça, c'est une raison qui est explorée, mais la deuxième, et qui est plus développée par les policiers, c'est qu'ils entendaient crier en arabe, ils entendaient les Allah Akbar, ils entendaient les sourates du Coran, ils entendaient hurler, ils se sont dit, il va se faire exploser. Ils le disent pas comme ça, mais ce qu'ils disent, c'est, on entendait crier en arabe, on va Ah, ils pensaient que absolument... c'est un terroriste Exactement. qui va se faire on va appeler les sauter. renforts. Donc ils ont appelé les renforts. Il y a des preuves, etc. Ça a Ouais. été vérifié. Ils ont appelé les renforts et la BRI, donc la brigade d'intervention spécialisée pour les Qui est crimes venu, ouais. terroristes. Ils étaient sur la route quand Sarah Halimi a été jetée par la fenêtre. Et D'accord. c'est une question 1h10. C'est C'est extrêmement quand même- long. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette heure-là? Alors ils expliquent, et ça je le raconte aussi dans le livre, et c'est encore surréaliste. Ils racontent, certains, ils étaient beaucoup, hein. Ils étaient au moins 6, au moins. Et donc, il y en a un qui est descendu pour chercher des casques, de quoi mais quand on sait ce qui est en train de se passer, il aurait simplement fallu Mais attendez, traverser ils la porte. savaient que c'était l'appartement de Sarah Halimi, etc. Ou ils savaient rien Et du ils tout? savaient rien du tout. La Ils savaient preuve, rien. c'est que quand ils ont retrouvé le corps de Sarah Halimi, elle était évidemment déformée, son visage était oui. déformé, elle était irreconnaissable. Et lorsqu'ils ont été dans l'immeuble pour essayer de savoir qui était cette femme, ils ont dit aux voisins qui était cette chinoise. Ils pensaient que c'était une femme chinoise parce que son visage. Elle était déformée, je Voilà. comprends. Donc ils ont été et ça les premiers d'ailleurs les premières dépêches etc. parlent d'une chinoise. On était complètement à côté de la plaque. Et alors, aujourd'hui, où ça en est juridiquement, etc. Est-ce que les enfants, est-ce qu'il y a un processus judiciaire qui se poursuit ou Absolument. pas? Eh ben, écoutez,
le processus judiciaire dépendait de l'expertise psychiatrique. C'est-à-dire que si l'assassin était jugé irresponsable de ses actes, il n'y aurait jamais eu de prison. Ça s'est déjà passé. Je donne l'exemple de... Ça aurait pu se passer. Comme il se trouve qu'il a été reconnu pénalement responsable. Il y aura un procès en 2019, avec évidemment, maintenant que le caractère antisémite a été retenu, donc il y aura les avocats de la famille, mais également les avocats des associations. On sait que le CRIF s'est constitué partie civile, etc., etc. Oui, je voudrais souligner, parce que vous avez été très honnête dans votre livre, vous dites, et dites-moi si c'est bien ça, vous dites que Marine Le Pen a été la seule femme politique, enfin le seul homme politique pour parler, à dénoncer comme antisémite le meurtre de Sarah Halimi. Absolument, mais c'est factuel, si vous voulez. Là, je ne fais pas d'idéologie. Il se trouve que c'est la seule qui en ait parlé dans le Talk, une émission animée par Le Figaro. Il n'y a pas eu d'autres interventions politiques à l'époque, enfin de sur témoignages cette question, sur cette question. Déjà, les médias n'en parlaient pas. Alors, les politiques, vous imaginez, personne n'avait envie de se mouiller. Ça aurait pu être une affaire papivoise puissance 1000. Oui, c'est sûr. Alors évidemment, dans le contexte électoral, toujours pareil, et c'est assez terrifiant, mais bon, c'est comme ça que ça se passe, et ça ne veut pas dire qu'il faut être résigné, mais je suis très très frappé. Écoutez, ce matin même, donc on parle de cette affaire de Mireille Knoll. On ne va pas dire que c'est une nouvelle affaire Sarah Halimi, il faut vraiment attendre les résultats de l'enquête. Mais quand même, ce matin, il faut dire, la personne qui en a parlé, c'est Emmanuel Macron. Il vient d'évoquer Mireille Knoll, tuée parce que juive, selon les propres paroles du président de la République. Mais j'ai été frappé par quelque chose, et ça renvoie à Sarah Halimi, c'est que ce matin on me dit, oui mais attendez, on n'est pas sûr du tout, ces deux poivreaux, ils sont là, ils étaient complètement sous et ils se sont pris. C'est-à-dire que là aussi, encore une fois, alors je ne sais pas. Si vous voulez, il y a toujours une bonne raison de justifier l'injustifiable. À l'époque, c'était la folie, et aujourd'hui, c'est autre chose, si vous voulez. Ouais. On essaie de disculper, mais bon, quand même, pour cette histoire, il faut reconnaître quand même qu'il y a une prise en charge politique et médiatique, je trouve, à la hauteur. Le fait qu'Emmanuel Macron en ait parlé lors de l'hommage national, ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience. Le fait qu'il l'ait évoqué alors qu'il était là pour parler de l'affaire de Carcassonne et de Trèbes est très important. C'est très important, et je pense que ça souligne quelque chose. Il y a un article dans Le Figaro de Barbara Lefebvre aujourd'hui qui explique que le destin des Juifs de France est lié à celui de la nation. C'est extrêmement important, et c'est ce que veut dire cet hommage. Le fait qu'il en parle dans cet hommage, le président de la République, c'est évidemment... C'est très important. On va en reparler tout de suite. Et vous écoutez André Berkoff. Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio jusqu'à 13h. Programme aujourd'hui, vous l'avez bien compris, bouleversé en ce jour d'hommage au colonel Arnaud Beltrame. Si vous voulez réagir, vous pouvez toujours composer le 0826 300 300, réagir notamment à l'allocution du président de la République que vous avez pu suivre en direct sur Sud Radio. Dans quelques instants, on se retrouve avec André Berkoff et son invité Noémie Alioua, journaliste et auteur du livre L'affaire Sarah Halimi, publié aux éditions du Cerf. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, vous retrouvez André Berkoff sur Sud Radio qui reçoit son invité Noémie Alioua, journaliste et auteur du livre L'affaire Sarah Halimi, publié aux éditions du Cerf. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que vraiment, parce qu'on entend beaucoup de dire ça, est-ce que les Juifs de France sont dans une situation critique, menacée, etc. Il faut toujours faire la part des choses. Il ne faut pas être uniquement dans la paranoïa. Il ne faut pas non plus négliger ce qui se passe. Et je voudrais vous faire entendre Malek Bouti. Malek Bouti, qui est député, ancien député PS. Il a été l'un des fondateurs de SOS Racisme. Il est proche de Manuel Valls. Et il a dit des choses assez fortes, là, tout récemment. Les Juifs ne sont pas en sécurité en France. C'est le constat qu'il faut faire. Je m'excuse, mais aujourd'hui, vous êtes Juif, il faut le cacher. Vous ne pouvez pas mettre une mezouza à l'extérieur de votre porte dans certains départements, dans certaines zones. Vous êtes attaqué chez vous. Vos enfants ne peuvent pas se promener. Vous faites attention. Alors, est-ce que c'est à ce point, effectivement, la mort de Mireille Knoll, évidemment, c'est très très lourd parce qu'elle était octogénaire, a réchappé à la rafle du Veldiv en juillet 42, retrouvée brûlée vendredi soir dans son appartement du 11e arrondissement et poignardée. Alors, Noémie Alioua, vous avez enquêté sur l'affaire Sarah Halimi. Est-ce qu'on est effectivement, vous êtes journaliste à l'actualité juive, est-ce qu'on est vraiment dans une situation où la communauté juive est en danger ? Je crois qu'on est dans une situation où la nation est en danger.
C'est beaucoup plus large que ça. Si vous voulez, la fracture liée à l'antisémitisme est liée à la fracture du pays. On est entré dans une nouvelle ère depuis les attentats du 13 novembre. Ça, c'est pas uniquement les Juifs qui l'ont vécu. Il faut remettre ça dans une perspective globale. Je pense que c'est le pays tout entier qui vit, qui est entré dans une nouvelle période, dans une nouvelle ère, comme dit Alain Finkielkraut. Et je pense que, effectivement, depuis, si vous voulez, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les Juifs ont été les premiers, si vous voulez, sur la liste depuis la seconde intifada, Kasher, et même pensez plus à tout loin, ça. depuis le les années 2000. israélo-arabe qui Ça, s'est c'est transformé, instrumentalisé. ouais. Ça, Ouais, c'est évidemment, ce qui se passe en France n'a rien à voir avec ce qui se passe en Israël, mais par contre, c'est instrumentalisé par ceux qui sont déjà antisémites. Ça, c'est une chose. Donc voilà, oui, il y a un contexte extrêmement difficile. Vous le rappelez, vous avez raison, les Juifs continuent à vivre en France assez sereinement. Ils continuent à aller à la synagogue de temps en temps, mais ils vont éviter de porter la kippa, ils vont se mettre une casquette. Oui, vous parlez des Juifs pieux, des Juifs religieux, Les parce qu'il y a Juifs beaucoup de pieux, mais Juifs parce qui ne que sont pas du tout c'est eux pratiquants. les principales visés. victimes. C'est extrêmement puissant et révélateur quand on regarde les chiffres. Les attaques sont beaucoup plus importantes quand la personne porte une kippa, par exemple, parce que c'est un judaïsme visible. Donc les Juifs vont avoir tendance à cacher leur religion, ce qui est problématique. Effectivement. Alors effectivement, pendant très longtemps d'ailleurs, quand on parlait d'antisémitisme, on ne parlait que d'extrême droite. Hein. C'était l'extrême droite, c'était les néo-nazis, c'était etc. Et depuis quelques années, ça a été très long à faire admettre qu'il y avait un antisémitisme un peu différent. Ça, c'est Georges Bensoussan, je pense, qui est celui qui a le mieux théorisé ce nouvel antisémitisme. Quand il parle de nouvel antisémitisme, il ne veut pas dire qu'il est récent. Il veut dire qu'il n'a rien à voir avec l'histoire de France et qu'en ce sens, il est différent. Vous parlez de Georges Bensoussan qui a écrit Les Territoires perdus de la République, notamment. Exactement. Et Pierre-André Taguieff aussi, hein. Pas l'oublier. Oui, bien sûr. Ce sont des gens qui ont vraiment très très bien pensé la question. Ils expliquent bien que ce nouvel antisémitisme n'est pas lié à l'histoire de France, qu'il est importé avec l'immigration, qu'il est principalement présent dans la culture arabo-musulmane. Et tout ça fait que c'est un nouvel antisémitisme, effectivement, et Gilles-William Goldnadel aussi l'explique très bien. L'antisémitisme à l'extrême droite est devenu résiduel, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le moins dangereux, mais il se trouve que l'idéologie la plus mortifère et la plus dangereuse pour les Juifs, comme pour la nation tout entière, c'est l'islamisme. Alors justement, le CRIF, le Conseil des institutions juives de France, organise cet après-midi, dans plusieurs villes de France, une marche blanche en hommage donc à Mireille Knoll, dont on sait le sort. Bien. Francis Khalifa, le président du CRIF, on l'a tous été hier, a dit oui... très bien cette manifestation, mais je ne veux ni du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, enfin pas encore, ni du Front National, ni de la France Insoumise, non, ni de Marine Le Pen, ni de Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'effectivement, déjà, c'est effectivement le CRIF qui a été à l'initiative de cette marche. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu une marche citoyenne. Et à une marche citoyenne dans Paris, on ne parle pas du dîner du CRIF, on parle d'une marche citoyenne dans Paris contre l'antisémitisme en hommage à Mireille Knoll et à Sarah Halimi, on ne peut refuser personne. Il faut faire très attention au sectarisme, et je citerai simplement Daniel Knoll, qui est le fils de Mireille Knoll, qui était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, qui expliquait très bien, avec des mots très justes, que tous les gens qui ont une mère et qui ont été touchés par cette histoire doivent venir ce soir dans la rue. Simplement, peu importe les étiquettes politiques, peu importe les sensibilités, je trouve ça extrêmement important qu'il y ait un rassemblement pour ce genre de sujet, et il faut surtout pas maintenant créer de la discorde et et des fractures. C'est pas le moment. Franchement, pour des histoires pareilles horribles, c'est quelle que soit la chose, même si on dit union nationale, qu'il n'y ait pas entièrement l'union nationale, mais que tous les gens, les hommes, les femmes et les enfants de bonne volonté, on va pas commencer à refaire des sélections. Moi, j'ai été, je dois dire personnellement, assez choqué, même très choqué par ce truc. Non, le Front National n'a pas à être là. Non, la France Insoumise n'a pas à être là. On peut reprocher beaucoup de choses à l'un et à l'autre. Hein. Ce n'est pas ma tasse de thé, ni mes tasses de thé. Mais il est inadmissible qu'on récuse des gens comme ça en fonction d'une appartenance et d'une étiquette. Ça me paraît extrêmement mauvais. Mais alors, dépassons cela. À votre avis... Et vous avez écouté comme moi, Noémie, le discours d'Emmanuel Macron ce matin, où il a nommé effectivement ce qu'il avait à nommer. Il l'avait déjà fait. Enfin là, il a mis ce qu'on dit des mots MOTS sur les mots MAUX. Est-ce que, en fait,
Vous pensez, vous, qu'on a pris vraiment la juste mesure ou il faudra encore attendre des attentats et des attentats et des attentats pour que quelque chose d'autre se passe? Alors, je ne dis pas que rien n'est fait, bien sûr. Il y a une formidable action de la police, des renseignements, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent 24 heures sur 24 et de façon remarquable. Mais enfin, on constate qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'hypermarché cachère, ce n'est plus seulement un journal comme Charlie Hebdo, ce n'est plus seulement même le Bataclan où on va écouter de la musique, c'est les super-U. Ça veut dire que ça touche n'importe qui sort, qui va, qui vient dans n'importe quelle aire de France et de Navarre et qui peut se retrouver. Alors, pour vous, est-ce qu'on a pris la juste mesure et on a pris les justes moyens comme ça, comme citoyenne, comme journaliste, comme intellectuel, comme auteur? Vous en pensez quoi? Je pense qu'on ne prend pas la mesure des choses avec des déclarations. On prend la mesure des choses avec des actions, des actes. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir des actions suffisamment fortes. Pour le moment, c'est le temps des déclarations. C'est tout à fait juste, c'est très bien. Maintenant, pour l'instant, rien n'a changé. Pour l'instant, rien n'a changé. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un nouvel attentat demain ou même aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les sources du problème ne sont pas taries. Est-ce qu'on s'est occupé des mosquées salafistes? Est-ce qu'elles ont été fermées? Donc on sait qu'aujourd'hui, en France, on continue à prêcher la haine dans certaines mosquées, et pourtant rien n'est fait. Donc je pense que tant que des décisions, mais des actions, encore une fois, ne seront pas prises, les choses continueront à aller mal. Vous croyez que c'est quoi? C'est quelque part, et encore une fois, droite et gauche confondues, on ne fait pas de procès d'intention à qui que ce soit. Est-ce que c'est déni? Est-ce que c'est manque de courage? Est-ce que c'est aveuglement? Est-ce que on s'est passé pendant des années, on sait la poussière sous la moquette et qu'on n'a pas voulu voir? C'est quoi? Qu'est-ce qui continue à votre avis? Et qu'est-ce qui peut-être serait rompu? Je pense que c'est la peur. Je pense que c'est la peur. Vous dites manque de courage, je pense que c'est lié. C'est à la fois un manque de courage et la peur. La peur que le pays ne s'embrase, la peur que les banlieues ne s'embrasent. On a vu ce qui s'est passé en 2005. Il y a eu un enflammement des banlieues extrêmement grave suite à la mort de Ziad Ebouna. On sait que le pays, si vous voulez, est fragile. Sans doute on le sent, même si les politiques ne le disent pas. Et ils ont peur que le pays ne s'emballe. Voilà. Votre livre, l'affaire Sarah Halimi, est-ce qu'il vous a changé, Noémie Alioula? Il m'a marqué, en tout cas, je pense, pour toute ma vie, ça c'est sûr. Ah oui, vous vous en souviendrez toujours. Vous allez écrire sur la feuille, vous écrivez bien sûr comme journaliste sur la feuille Mireille. C'est la question qu'on m'a posée. Ouais. C'était déjà très difficile de travailler pendant 1 an sur une affaire comme ça. Je continuerai à suivre pour mon journal l'affaire Mireille Knoll, évidemment de près, mais je pense que mon prochain livre portera sur un autre sujet. Sur un autre sujet, ça Voilà. je comprends très bien. Juste une dernière question. Encore une fois, je recommande vraiment votre livre parce que c'est un livre qui se lit effectivement à la fois le cœur serré, mais à la fois on voit ce qui se passe. C'est un miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau. On voit les manques, on voit les failles, on voit les bonnes choses, on voit les gens formidables et on voit les atroces aussi, enfin, il faut le dire. Juste une chose, vous êtes optimiste ou pessimiste? J'ai envie d'être optimiste. J'ai pas envie d'être pessimiste et je me bataille contre moi-même pour ne pas me dire que c'est la fin des haricots. Voilà. D'accord. Écoutez, les carottes ne sont jamais cuites, il faut le savoir. On savait ça à Radio Londres. C'est ça qui a fait le débarquement du 6 juin 44 et on l'a comme slogan parce que pour nous, effectivement, l'espoir gît au-delà du désespoir. C'est une phrase de Sartre et c'est une très, très, très belle phrase. On vous remercie André Berkoff, on remercie également votre invité Noémie Alioua, pardonnez-moi. Je vous propose André Berkoff qu'on représente le livre de notre invité aujourd'hui. Absolument. Pour que tous ceux qui ont écouté Berkoff sur Sud Radio. L'affaire Sarah Halimi de Noémie Alioua aux éditions du Cerf. En parenthèse, je dois dire, je ne publie pas chez eux, mais c'est une excellente maison d'édition parce qu'ils bougent beaucoup. Moi, j'aime bien les gens qui se remuent. Vous voyez, vous parlez d'action, voilà, c'est une bonne action, l'édition. Merci à vous André Berkoff. On vous retrouve demain à midi sur Sud Radio en direct et puis en podcast sur sudradio.fr pour tous ceux qui veulent réécouter votre émission ou l'allocution du président Emmanuel Macron. À suivre sur Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit Patrick Poivre d'Arvor, la star du JT de TF1 pendant plus de 20 ans. Restez bien sur Sud Radio. Sud Radio.